Le problème, comme l'a dit Intato tout à l'heure et comme ont dit plusieurs acteurs, c'est le pendant européen de la campagne de monnaie locale. Elle a été lancée dans la foulée de la campagne de monnaie locale donc en 2019, d'abord en Belgique, et puis au niveau français et européen. Et donc j'y reviendrai, mais c'est parce que, comme Intato l'a dit, dans l'analyse de la problématique laitière, même si ce matin on a beaucoup parlé des difficultés internes ou intrinsèques au développement de la filière, avec Christian Cornu notamment, on a abordé aussi les enjeux extrinsèques, les difficultés de créer ce que moi j'appelle parfois un espace vital pour le développement de la filière quand les exportations européennes peuvent peser sur son développement. Alors je passe cette slide-ci qui avait pour enjeu de rappeler, mais c'est des chiffres qui ont été donnés par Christian Cornu ce matin pour le CIRAD. Et donc deux grands actes de travail de la part de la campagne N'exportons pas nos problèmes. Un premier sur des politiques publiques cohérentes et un deuxième vis-à-vis du secteur privé ou du secteur agro-industriel européen. J'y reviendrai après, mais donc d'abord un grand enjeu, l'enjeu tout essentiel, c'est celui de politique publique cohérente que vous avez aussi mentionné à M. Cuzon à la fin de votre exposé. Et elles sont principalement de deux ordres. Premier enjeu, c'est la cohérence de la politique agricole commune européenne avec le développement en Afrique de l'Ouest. La PAC, dans sa version actuelle et hélas dans la version qui a été votée il y a une dizaine de jours au niveau du Parlement européen, a une orientation agro-exportatrice qui se traduit notamment dans la filière lait et encore plus particulièrement des quotas laitiers qui entraînent un fort excédent de production laitière au niveau européen qui doit trouver des marchés. Donc un impact fort en termes de volume, mais aussi sur le prix. Et c'est fort débattu, mais de notre analyse, il apparaît assez fortement que les subsides contenus dans la PAC pèsent sur la compétitivité des produits laitiers européens à l'export. Et j'ai été rechercher deux chiffres pour témoigner de cela. Les coûts de production sont estimés par l'EMB, syndicat agricole européen de producteurs de lait, à 48 cents plus ou moins par litre. Et pour le CNIEL, si je ne m'abuse, l'interlocuteur corrigera, on est autour de 40 centimes. Or, le prix de vente à la ferme est autour de 30 à 35 centimes d'euros. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage qui, dans notre analyse, est permis par les différents systèmes d'aide. Outre les aides structurelles, il y a aussi l'impact des interventions successives lors des crises. Et une intervention qui a fait date, c'est notamment le stockage de poudre de lait entre 2015 et 2018, avec jusque presque 400 000 tonnes de poudre de lait écrémée rachetées par l'intervention publique et stockées, dont nous soupçonnons fortement qu'elle a pu influencer la disponibilité en matières premières qui est venue alimenter le flux de mélange de poudre de lait et de matières grasses végétales dont a parlé Christian Cornu plus tôt ce matin. Alors, rappelez aussi peut-être que la filière lait n'est pas une filière comme une autre dans le secteur agro-industriel européen, puisque c'est une des deux plus importantes, avec un poids financier très important dans cette orientation donc exportatrice. Et rappelez que du coup, pas mal d'argent sont investis pour soutenir la filière, puisque d'après un rapport récent du Parlement européen, on parle de près de 800 millions, enfin 737 millions d'euros de mesures spéciales, notamment pour l'intervention dont je viens de parler plus tôt. Donc, la politique agricole commune pèse définitivement sur la capacité de l'Europe et de ses acteurs, notamment le secteur privé, à écouler leurs produits sur le marché à des prix intéressants. Alors, la sœur jumelle de la politique agricole européenne, c'est la politique commerciale. Et quand on parle de politique commerciale en Afrique de l'Ouest, on parle évidemment des APE, donc les accords de partenariat économique, avec une suppression successive des droits de douane. Et donc, même s'ils sont en partie bloqués au niveau régional, je vous passe les détails, mais aujourd'hui, avec les APE intérimaires en place en Côte d'Ivoire et au Ghana, il existe un vrai risque que les protections tarifaires déjà faibles disparaissent complètement, et connaissant la porosité des frontières dans la région, qu'il y ait encore éventuellement un afflux plus important de poudre de lait sur les marchés du Ghana et de Côte d'Ivoire, mais aussi des pays voisins de la région. La politique commerciale européenne joue aussi un rôle parce que d'autres accords commerciaux permettent de subsidier la production laitière européenne, notamment via l'accès à l'alimentation bétail, avec des accords notamment avec l'Amérique latine ou autres qui permettent d'accéder à du soja, etc., à bas coût, ou de l'huile de palme dont nous avons assez parlé. Et cette dimension commerciale importante est assumée par les entreprises laitières européennes en grande partie, puisque, comme le disait Eucollet au niveau européen, la politique commerciale de l'UE est sur la bonne voie. En effet, le libre-échange soutient les exportations de produits laitiers et on assume un intérêt offensif, donc une quête de marché, ce qui correspond à la dynamique démographique présentée ce matin.
Donc, ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on s'engage au niveau de n'exporte pas de problème et que dans n'exporte pas de problème, il y a une série d'acteurs européens. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que ce modèle, en fait, agroexportateur profite peu aux éleveurs laitiers européens. Hein. Je vous remets ici le chiffre de disparition des fermes laitières dans l'UE qui est très important entre 1983 et 2013. Mais globalement, même pour les enjeux de sécurité alimentaire des consommateurs, euh, on peut questionner la performance du modèle actuel, en tout cas en termes d'autonomie. Et M. Macron rappelait que déléguer son alimentation à d'autres est une folie. Si c'est valable pour l'Union européenne, c'est certainement valable pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la conviction de la campagne N'exporte pas de problème, c'est qu'en fait, cet enjeu laitier, il est intéressant, il est indispensable pour venir en appui aux producteurs et productrices de lait ouest-africains, pardon, mais il est aussi essentiel pour défendre un modèle d'agriculture durable en Europe et donc défendre les exploitations laitières en Alors, concrètement, quels sont les objectifs de la campagne? J'insiste vraiment des objectifs qui sont partagés par les acteurs de la campagne monnaie locale, mais aussi par de nombreux producteurs et productrices de l'Union européenne. C'est une politique agricole et commerciale donc cohérente, c'est-à-dire à minimum qu'elle soit transparente, puisque Christian l'a dit rapidement ce matin pour ceux qui étaient là, mais donc il a fallu un vrai travail pour que notamment la Commission reconnaisse qu'il y avait une croissance importante des exportations de produits laitiers vers l'Afrique de l'Ouest, puisque longtemps ces mélanges MGV étaient en fait sous les radars. Donc un premier enjeu, c'est d'avoir une reconnaissance de l'importance de cet impact, réduire les excédents, réduire l'effet de dumping sur les prix, garantir le respect des droits des acteurs des filières locales de la part des acteurs privés européens. J'y reviendrai, mais il y a toute la question de la régulation des pratiques du secteur privé européen de la part des instances européennes et nationales. Hein. En France, vous avez notamment le devoir de vigilance qui a été exploré, que je reviendrai là-dessus. Et puis, ce qui me semble aussi essentiel, c'est aujourd'hui, alors qu'elles ont un impact énorme sur leurs conditions d'existence, les politiques agricoles et commerciales européennes sont définies avec très peu d'éléments de concertation avec des acteurs des pays tiers, et notamment les acteurs, les agriculteurs ou agricultrices ou producteurs du lait en milieu rural sont vraiment une partie prenante négligeable et négligée dans le processus de décision. Et l'objectif de la campagne est d'insister pour qu'ils soient consultés. Alors, une autre politique européenne évidemment importante, c'est la politique de coopération. M. Cuzon en a un peu parlé via l'AFD. Mais c'est évidemment d'insister pour que la filière laitière locale, dont je pense a été exposée ce matin, il y a un relatif consensus sur son effet d'entraînement possible sur les économies rurales ouest-africaines. Donc une filière importante, hein, pour notamment tous les pasteurs et des agro-pasteurs qui peuplent les régions les plus fragilisées du Sahel. Et donc une politique de coopération qui puisse réellement soutenir les acteurs du lait local. Et donc ça passe par une série d'investissements, d'appuis techniques et autres. Je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé ce matin, on en reparlera peut-être encore. Mais ça passe aussi par un soutien au travail de régulation et de cohérence des politiques, qu'il soit mené par les États ou mené par la société civile dans son rôle, de chien de garde ou en tout cas de lanceur d'alerte par rapport à une série de problématiques, pour construire des politiques publiques en Afrique de l'Ouest qui soient là aussi inclusives et durables. Alors, quelques résultats, je passe rapidement là-dessus, mais donc un des premiers enjeux sur la transparence, le premier objectif est en partie atteint puisque une ligne tarifaire spécifique a été décidée en janvier 2020 et c'est vraiment le résultat du travail conjoint de la campagne Mon lait local et de la campagne N'exportons pas nos problèmes. À la suite de cela aussi, une série de discussions avec le secteur privé européen, des enjeux, des retours sur la consultation sur la politique commerciale de l'Union européenne et de la promotion de ses produits agricoles. Il y a un travail important aussi engagé avec le Parlement qui a abouti notamment à l'étude du CIRAD dont Christian a parlé ce matin et qui a abouti donc début 2021 à l'adoption d'un rapport de l'Assemblée paritaire UE-ACP sur les conséquences sociales, sanitaires et environnementales des exportations de l'Union européenne donc de lait en Afrique. Autre élément, en lien avec la réforme de la PAC, qui dans son ensemble est jugée plutôt décevante, notamment sur l'impact sur les pays tiers, mais qui, voilà, le dossier lait a permis, partiellement en tout cas, de faire bouger les lignes sur la réforme de l'organisation commune des marchés, notamment autour de ces mécanismes de crise en cas de surproduction. Donc c'est une revendication qui a été portée
par la campagne monnaie locale n'exporte pas de problème, mais aussi par l'EMB, par ECVC, de syndicats agricoles européens, démontrant qu'il y avait une convergence d'intérêts entre des producteurs de lait européens et ouest-africains. Il vous reste 5 minutes pour votre deuxième moitié de présentation. C'est parfait. Et donc, un autre enjeu, c'est tout le suivi des plans de coopération de la Commission européenne. En termes de perspective, il faut continuer le travail de transparence. Il y a des opportunités peut-être liées à la stratégie Farm to Fork et au Green Deal et le suivi des APE et du dialogue commercial entre l'Union européenne et l'Union africaine. Alors, des interactions bénéfiques entre industriels et acteurs des filières locales, c'est le deuxième axe de travail. J'ai mis un point d'interrogation. De nouveau, je ne reviens pas sur ce que Christian a présenté ce matin pour rappeler l'importance du mouvement du secteur privé européen vers l'Afrique de l'Ouest, avec donc les difficultés de collecte aussi rencontrées. Et donc, pour synthétiser brièvement ce qui a été discuté lors de la rédaction de l'offensive lait, cette présence du secteur privé européen, elle est perçue à la fois comme une opportunité, avec clairement de l'espoir par rapport à l'effet de levier d'un secteur privé qui a des moyens, une expertise et qui pourrait répondre à certains défis, notamment de la collecte. Mais c'est aussi des défis ou une question parce que le secteur privé européen est quand même le moteur des exportations à bas coût dont nous avons parlé ce matin. On se pose la question de savoir dans quel type de lait local ils sont éventuellement prêts à investir. Quand je dis quel type de lait local, c'est parce que entre des fermes en stabulation ou de l'élevage extensif, ça n'a pas le même impact social comme les locales, et donc ça pose cette question-là. Qu'ils arrivent en concurrence d'acteurs existants, on a parlé de la dynamique des mini-laiteries ou d'intensification, certes très progressive et balbutiante, mais qui existe sur le terrain. Et puis un autre défi, et il y a plusieurs questions là-dessus ce matin sur l'intervention d'Aruna de la laiterie du Verger, c'est de dire mais comment est-ce qu'on crée des relations contractuelles équitables avec les producteurs? Alors, ces discussions sont traduites dans l'offensive lait, avec donc les objectifs de réforme du TEC dont on a parlé, mais aussi de doublement de la production des locales et aussi du taux de collecte, avec un levier identifié qui est celui des entreprises étrangères. Et donc, plusieurs pays ont mis en place des législations contraignantes, comme je pense au Nigeria, mais il y a cet enjeu du dialogue. Alors, j'atterris, je dépasserai peut-être un tout petit peu, d'une minute, et donc j'atterris avec donc l'enjeu de ce dialogue avec le secteur privé, où je tiens à dire d'emblée que ça marche bien mieux en France que dans d'autres pays européens. Et donc, sur deux axes essentiels. Un, c'est les exportations responsables, avec l'arrêt des exportations de mélange MGV, une attention à la traçabilité à l'étiquetage, une réflexion sur la publicité. On parlait de la vache qui rit en exemple ce matin, et puis éventuellement un soutien politique aux mécanismes qui permettraient de limiter la surproduction européenne. Et par rapport aux investissements responsables, avoir des investissements de ces entreprises qui sont vraiment orientés sur la collecte de local et ses acteurs, avec une intégration aussi d'une série de services de soutien. On a parlé d'alimentation bétail. Réfléchir aux termes de contractualisation, et puis bien sûr des investissements qui répondent aux besoins des consommateurs locaux. Alors ce qu'on constate, c'est quand même une ouverture de certains industriels, je dis surtout en France. L'hypothèse, c'est de dire qu'elle est liée au fait que l'offensive lait, avec la régulation qui se renforce, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix, c'est qu'il faut pouvoir entamer ce dialogue parce que les règles du jeu changent. Il y a un enjeu réputationnel de plus en plus important, notamment vis-à-vis des consommateurs ouest-africains. Que pour certaines de ces entreprises qui sont des coopératives, il y a une difficulté à voir ces coopératives en fait affaiblir des coopératives en Afrique de l'Ouest. Et puis il y a une prise de conscience de producteurs européens par rapport aux difficultés du modèle, voire d'employés. Et puis en France notamment, il y a l'esprit de la loi sur le devoir. Alors, je laisserai ma collègue du CNIEL revenir là-dessus, mais donc avec le CNIEL, il y a un dialogue qui existe depuis maintenant 2018 et dont on espère qu'il va pouvoir se formaliser et aboutir, mais à ce stade-ci, il est lancé. Avec un engagement fort de mon local dans les échanges et de nos collègues du CFSI. Alors, quelques conclusions rapides. La dynamique française, elle est en décalage avec les échanges qu'on a ailleurs en Europe. Et si elle a l'air intéressante, la dynamique d'échange entre secteur privé européen et acteurs de la filière locale, c'est un tout début de processus. Et donc, la conclusion reste ouverte à ce stade. Se pose quand même la question du rôle de la Commission, surtout au moment où beaucoup d'acteurs disent qu'il y a la concurrence intra-européenne. Donc, comment est-ce que la Commission peut jouer son rôle de régulation par rapport à ces discussions-là? Je veux rappeler qu'il existe des exemples d'industriels qui collectent majoritairement du lait local et avec de la rentabilité. On peut penser à la laiterie Tiviski, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui sont d'autres leviers, d'autres moyens que ceux de recours à des groupes avec des capitaux étrangers. Donc, il existe des dynamiques
dont on peut s'inspirer pour ce dialogue-là. Il y a un défi qui est celui de mettre en place des dispositifs de concertation qui soient équilibrés, hein, entre des acteurs qui ont des ressources très différentes, hein, et de mettre ces dispositifs de dialogue en place aux différentes échelles, au niveau régional, au niveau national, au niveau local, entre ces acteurs de nature très différente. Vis-à-vis des bailleurs de fonds et de l'enjeu du soutien, hein, en plus du soutien au travail de réglementation et de cohérence des politiques, ce qui est clair, c'est qu'il faut soutenir ces filières laitières locales pour qu'elles puissent engager ce dialogue avec le secteur privé. Hein, ça demande énormément de ressources. Et par rapport le lien avec le travail par exemple, de Proparco ou d'autres groupes, hein, une des difficultés, c'est de savoir dans quelle mesure le soutien au secteur privé européen s'appuie d'assez de conditionnalité sociale pour être sûr que l'appui qui lui est fait se transforme vraiment en développement de la filière locale. Et donc la conclusion pour moi, c'est que sans doute que promouvoir le lait local ne suffira pas. Il y a tout l'enjeu de l'équitabilité du lait local qui se pose et de ses répercussions sociales. Voilà. Désolé d'avoir dépassé et un grand merci. Beaucoup, hein, vous avez juste dépassé d'une minute, vous l'aviez annoncé, c'est bien. Merci encore, c'était très clair. Maintenant, je vais laisser parler Souley. Il a été interpellé, on a mentionné à de très nombreuses reprises les